Les voyages de Gulliver dans des contrées lointaines, écrit par Jonathan Swift et traduit de l'anglais en 1727 par l'abbé français Pierre-François Guyot Desfontaines. Livre 1. Voyage à Lilliput. Chapitre 1. L'auteur rend un compte succinct des premiers motifs qui le portèrent à voyager. Il fait naufrage et se sauve à la nage dans le pays de Lilliput. On l'enchaîne et on le conduit en cet état plus avant dans les terres. Mon père, dont le bien, situé dans la province de Nottingham, était médiocre, avait 5 fils. J'étais le troisième, et il m'envoya au collège d'Emmanuel à Cambridge, à l'âge de 14 ans. J'y demeurai 3 années que j'employai utilement. Mais la dépense de mon entretien au collège était trop grande. On me mit en apprentissage sous M. Jacques Bates, fameux chirurgien à Londres, chez qui je demeurai 4 ans. Mon père, m'envoyant de temps en temps quelques petites sommes d'argent, je les employai à apprendre le pilotage et les autres parties des mathématiques, les plus nécessaires à ceux qui forment le dessein de voyager sur mer, ce que je prévoyais être ma destinée. Ayant quitté M. Bates, je retournai chez mon père, et tant de lui que de mon oncle Jean et de quelques autres parents, je tirai la somme de 40 livres sterling par année pour me soutenir à Leyde. Je m'y rendis et m'y appliquai à l'étude de la médecine pendant 2 ans et 7 mois, persuadé qu'elle me serait un jour très utile dans mes voyages. Bientôt après mon retour de Leyde, j'eus, à la recommandation de mon bon maître M. Bates, l'emploi de chirurgien sur l'Hirondelle, où je restai 3 ans et demi sous le capitaine Abraham Pannell, commandant. Je fis pendant ce temps-là des voyages au Levant et ailleurs. À mon retour, je résolus de m'établir à Londres. M. Bates m'encouragea à prendre ce parti et me recommanda à ses malades. Je louai un appartement dans un petit hôtel situé dans le quartier appelé Old Jewry. Et bientôt après, j'épousai Mademoiselle Mary Burton, seconde fille de M. Edward Burton, marchand dans la rue de Newgate, laquelle m'apporta 400 livres sterling en mariage. Mais mon cher maître M. Bates, étant mort 2 ans après, et n'ayant plus de protecteur, ma pratique commença à diminuer. Ma conscience ne me permettait pas d'imiter la conduite de la plupart des chirurgiens, dont la science est trop semblable à celle des procureurs. C'est pourquoi, après avoir consulté ma femme et quelques autres de mes intimes amis, je pris la résolution de faire encore un voyage de mer. Je fus chirurgien successivement dans 2 vaisseaux, et plusieurs autres voyages que je fis pendant 6 ans aux Indes orientales et occidentales augmentèrent un peu ma petite fortune. J'employais mon loisir à lire les meilleurs auteurs anciens et modernes, étant toujours fourni d'un certain nombre de livres, et quand je me trouvais à terre, je ne négligeais pas de remarquer les mœurs et les coutumes des peuples, et d'apprendre en même temps la langue du pays, ce qui me coûtait peu, ayant la mémoire très bonne. Le dernier de ces voyages n'ayant pas été heureux, je me trouvai dégoûté de la mer et je pris le parti de rester chez moi avec ma femme et mes enfants. Je changeai de demeure et me transportai de l'Old Jewry à la rue de Fetter Lane et de là à Wapping, dans l'espoir d'avoir de la pratique parmi les matelots. Mais je n'y trouvai pas mon compte. Après avoir attendu 3 ans, et espérer en vain que mes affaires iraient mieux, j'acceptai un parti avantageux qui me fut proposé par le capitaine Guillaume Pritchard, prêt à monter l'Antilope et à partir pour la mer du Sud. Nous nous embarquâmes à Bristol le 4 de mai 1699 et notre voyage fut d'abord très heureux. Il est inutile d'ennuyer le lecteur par le détail de nos aventures dans ces mers. C'est assez de lui faire savoir que, dans notre passage aux Indes orientales, nous essuyâmes une tempête dont la violence nous poussa vers le nord-ouest de la terre de Van Diemen. Par une observation que je fis, je trouvai
que nous étions à 30 degrés 2 minutes de latitude méridionale. 12 hommes de notre équipage étaient morts par le travail excessif et par la mauvaise nourriture. Le 5 novembre, qui était le commencement de l'été dans ces pays-là, le temps étant un peu noir, les mariniers aperçurent un roc qui n'était éloigné du vaisseau que de la longueur d'un câble. Mais le vent était si fort que nous fûmes directement poussés contre l'écueil et que nous échouâmes dans un moment. 6 hommes de l'équipage, dont j'étais un, s'étant jetés à propos dans la chaloupe, trouvèrent le moyen de se débarrasser du vaisseau et du roc. Nous allâmes à la rame environ 3 lieues, mais à la fin la lassitude ne nous permit plus de ramer. Entièrement épuisés, nous nous abandonnâmes au gré des flots, et bientôt nous fûmes renversés par un coup de vent du nord. Je ne sais quel fut le sort de mes camarades de la chaloupe, ni de ceux qui se sauvèrent sur le roc ou qui restèrent dans le vaisseau, mais je crois qu'ils périrent tous. Pour moi, je nageai à l'aventure et fus poussé vers la terre par le vent et la marée. Je laissai souvent tomber mes jambes, mais sans toucher le fond. Enfin, étant près de m'abandonner, je trouvai pied dans l'eau, et alors la tempête était bien diminuée. Comme la pente était presque insensible, je marchai une demi-lieue dans la mer avant que j'eusse pris terre. Je fis environ un quart de lieue sans découvrir aucune maison, ni aucun vestige d'habitants, quoique ce pays fût très peuplé. La fatigue, la chaleur et une demi-pinte d'eau-de-vie que j'avais bu en abandonnant le vaisseau, tout cela m'excita à dormir. Je me couchai sur l'herbe, qui était très fine, où je fus bientôt enseveli dans un profond sommeil, qui dura 9 heures. Au bout de ce temps-là, m'étant éveillé, j'essayai de me lever, mais ce fut en vain. Je m'étais couché sur le dos, je trouvai mes bras et mes jambes attachés à la terre de l'un et de l'autre côté, et mes cheveux attachés de la même manière. Je trouvai même plusieurs ligatures très minces qui entouraient mon corps, depuis mes aisselles jusqu'à mes cuisses. Je ne pouvais que regarder en haut. Le soleil commençait à être fort chaud, et sa grande clarté blessait mes yeux. J'entendis un bruit confus autour de moi, mais dans la posture où j'étais, je ne pouvais rien voir que le soleil. Bientôt, je sentis remuer quelque chose sur ma jambe gauche, et cette chose, avançant doucement sur ma poitrine, montait presque jusqu'à mon menton. Quel fut mon étonnement lorsque j'aperçus une petite figure de créature humaine, haute tout au plus de 3 pouces, un arc et une flèche à la main, avec un carquois sur le dos. J'en vis en même temps au moins 40 autres de la même espèce. Je me mis soudain à jeter des cris si horribles que tous ces petits animaux se retirèrent transis de peur. Et il y en eut même quelques-uns, comme je l'ai appris ensuite, qui furent dangereusement blessés par les chutes précipitées qu'ils firent en sautant de dessus mon corps à terre. Néanmoins, ils revinrent bientôt, et l'un d'eux, qui eut la hardiesse de s'avancer si près qu'il fut en état de voir entièrement mon visage, levant les mains et les yeux par une espèce d'admiration, s'écria d'une voix aigre mais distincte, « Hekina de Ghoul ». Les autres répétèrent plusieurs fois les mêmes mots, mais alors je n'en compris pas le sens. J'étais, pendant ce temps-là, étonné, inquiet, troublé, et tel que serait le lecteur en pareille situation. Enfin, faisant des efforts pour me mettre en liberté, j'eus le bonheur de rompre les cordons ou fils et d'arracher les chevilles qui attachaient mon bras droit à la terre, car en le haussant un peu, j'avais découvert ce qui me tenait attaché et captif. En même temps, par une secousse violente qui me causa une douleur extrême, je lâchai un peu les cordons qui attachaient mes cheveux du côté droit, cordons plus fins que mes cheveux mêmes, en sorte que je me trouvais en état de procurer à ma tête un petit mouvement libre. Alors ces insectes humains se mirent en fuite et poussèrent des cris très aigus. Ce bruit cessant, j'entendis un d'eux s'écrier « Tolgo Phonak »
et aussitôt je me sentis percé à la main de plus de 100 flèches, qui me piquaient comme autant d'aiguilles. Ils firent ensuite une autre décharge en l'air, comme nous tirons des bombes en Europe, dont plusieurs, je crois, tombaient paraboliquement sur mon corps, quoique je ne les aperçusse pas, et d'autres sur mon visage, que je tâchai de découvrir avec ma main droite. Quand cette grêle de flèches fut passée, je m'efforçai encore de me détacher, mais on fit alors une autre décharge plus grande que la première, et quelques-uns tâchaient de me percer de leurs lances. Mais par bonheur, je portais une veste impénétrable. De peau de buffle. Je crus donc que le meilleur parti était de me tenir en repos et de rester comme j'étais jusqu'à la nuit. Qu'alors, dégageant mon bras gauche, je pourrais me mettre tout à fait en liberté. Et, à l'égard des habitants, C'était avec raison que je me croyais d'une force égale aux plus puissantes armées qu'ils pourraient mettre sur pied pour m'attaquer, s'ils étaient tous de la même taille que ceux que j'avais vus jusque-là. Mais la fortune me réservait un autre sort. Quand ces gens durent remarquer que j'étais tranquille, ils cessèrent de me décocher des flèches, mais par le bruit que j'entendis, je connus que leur nombre s'augmentait considérablement, et environ à 2 toises loin de moi, vis-à-vis de mon oreille gauche, j'entendis un bruit pendant plus d'1 heure, comme des gens qui travaillaient. Enfin, tournant un peu ma tête de ce côté-là, autant que les chevilles et les cordons me le permettaient, je vis un échafaud élevé de terre d'1 pied et demi, où 4 de ces petits hommes pouvaient se placer, et une échelle pour y monter. D'où un d'entre eux, qui me semblait être une personne de condition, me fit une harangue assez longue, dont je ne compris pas un mot.